Je vais donc laisser la parole à mon collègue Julien pour la conférence plénière. Conférence portant sur la prévention des cancers. Ça fait de nombreuses années que la prévention des cancers est un axe fort du CLARA, donc il paraissait naturel d'avoir cette session lors de ce forum des 20 ans. Et pour ce faire, on est heureux et honoré de recevoir deux éminents professeurs de santé publique, Lise Gauvin, qui est directrice adjointe scientifique du centre de recherche du FUM. J'espère avoir bien énoncé ton titre, et également responsable du carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé. Et Franck Chauvin qui était encore il y a quelques semaines, je crois, quelques mois, président du Haut Conseil à la santé publique, qui a créé notamment le Centre IG, l'Institut Présage à Saint-Étienne. J'oublie très certainement là aussi quelques casquettes. Alors, il y a un titre commun aux deux interventions, donc c'est presque une intervention à deux voix, mais séquentielle. Ce titre, qui était le titre « Rends-nous un César », ce qui lui appartient, c'était le titre de Lise au départ, et on s'est dit, mais il va faire un beau chapeau de session. Prévenir les cancers, défis, stratégies et exemples prometteurs. On avait dit qu'on commençait par Franck, si je ne me trompe pas, et donc Franck, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, enfin bonjour à tous, même si l'après-midi commence à avancer. Et donc on va essayer de voir avec vous quelques aspects de la prévention, et en entendant les présentations, et je connais le CLARA depuis sa création, hein, j'étais dans l'équipe qui a créé le CLARA au tout début, et donc j'ai l'habitude de ces présentations. J'ai vraiment l'impression du gouffre qu'on va ouvrir devant vous en parlant des sujets de prévention, car entre l'infiniment petit que vous abordez et ce à quoi nous nous intéressons, c'est-à-dire la santé d'une population dans son ensemble et pas la santé d'un individu, effectivement, il y a un changement d'échelle qui est assez vertigineux et qu'on va essayer d'accompagner tout doucement pour essayer de faire passer le message qu'on voudrait vous faire passer. Alors Julien l'a dit, j'ai été pendant longtemps au Centre Léon Bérard, j'ai été directeur adjoint du Centre Léon Bérard. Je faisais beaucoup de recherche clinique, j'ai monté l'étude de biostatistique au Centre Léon Bérard. Et un jour, en 90-95, je me suis dit qu'il y a quelque chose dans notre système de santé qui ne tournait pas rond. Et en fait, je venais de lire un article, dont je vais vous reparler dans un instant, qui est un article qui a été publié en 1977 par un Américain qui s'appelle Grunberg et qui intitulait son article « The Failure of Success ». Et en fait, je vais vous en reparler, Grunberg disait « Tous les systèmes de santé ne peuvent qu'aller dans le mur s'ils continuent sur ce que nous prévoyons en 1977. » En 2022-23, je viens de terminer le rapport pour le gouvernement sur la future stratégie nationale de santé. C'est peu de choses de dire que notre système est déjà dans le mur et que si nous ne faisons rien, globalement, nous connaissons à peu près ce qui va se passer et on pourra en reparler si vous le souhaitez. Alors, je vais prendre un exemple. On est en 72. 72, je vous retrace le contexte épidémiologique. 58, la grippe asiatique. 68, la grippe de Hong Kong. Plusieurs centaines de milliers de morts dans le monde, dont tout le monde se fiche complètement. La France, comme d'ailleurs tous les pays du monde, continue à vivre, alors qu'il y a 2 épidémies de grippe qui font des ravages, on pense plus que le Covid. Et en fait, tout ça passe sur notre système de santé et plus personne ne s'en souvient. On ne trouve plus aucune trace pratiquement de ces 2 épidémies absolument dévastatrices, alors qu'on se souvient tous de la grippe espagnole pour d'autres raisons. Et dans les années 70, une autre épidémie va préoccuper la France très fortement. C'est une épidémie qui, en 72, fait 18 000 morts, et vous voyez la croissance de la mortalité, enfin du nombre de morts de cette épidémie.
avec une caractéristique, c'est que l'exposition, en fait, de la population française à ce risque n'arrête pas d'augmenter. Et vous voyez qu'en vert clair, ce qu'on appelle la létalité, c'est-à-dire la mortalité de ceux qui sont exposés au risque, en fait, diminue. Et en fait, cette épidémie qui est vécue comme faisant des ravages alors qu'on sort de plusieurs centaines de milliers de morts d'autres épidémies infectieuses, va donner lieu à des réactions successives. Vous voyez qu'il y a un premier jeu de mesures en 1973 qui sont mises en place par le gouvernement. La mortalité commence à diminuer. Deuxième jeu de mesures en 1990, la mortalité diminue toujours, alors que l'exposition au risque continue à augmenter. Donc on a une population qui s'expose de plus en plus à ce risque et une mortalité, en fait, qui diminue. Et on pourrait se dire, bon, après tout, ça suffit, vivons comme ça. Mais non, la mortalité est toujours jugée comme absolument intolérable. Et on va continuer avec un troisième jeu de mesures, alors que la mortalité est passée de 18 000 à 8 000 en quelques années. Et actuellement, on en est à 2 944 en 21 en termes de nombre de morts. Et on voit que cette épidémie, et j'ai appelé volontairement comme ça pour l'épidémie, vous l'avez tous reconnu, c'est bien évidemment la mortalité routière, et qu'on est passé de 18 000 morts à autour de 3 000 morts en quelques années, en prenant des mesures extrêmement drastiques qui ne sont que des mesures de prévention. Est-ce qu'on a amélioré le secours aux patients, aux blessés sur les accidents de voiture? Oui, probablement. Est-ce qu'on a pour cela créé des unités spéciales pour accueillir les blessés des accidents de la route? Non. Est-ce qu'on a renforcé les hôpitaux pour ça? Oui, on a acheté des hélicoptères, on a acheté des choses. Oui, un peu. Mais c'est rien par rapport aux mesures de prévention qui ont été prises, qui sont des mesures qui tiennent à la liberté individuelle. On a obligé au port de la ceinture de sécurité, on a réduit les vitesses, on a inventé le permis à points, on a retiré des permis, on a mis des radars pour savoir comment les gens se comportaient. Et je prends cet exemple exprès parce qu'en fait, en termes de santé publique, c'est probablement le plus bel exemple que l'on a d'une réduction de la mortalité apportée par des mesures de prévention. Et bizarrement, dans toutes les autres épidémies infectieuses, le cancer, etc., la réponse ne va être que médicale et très portée sur la prévention. Et si l'on regarde ce qui s'est passé en termes d'espérance de vie, puisque nous, en santé publique, avec Lise, nous nous occupons de la santé de la population, c'est-à-dire de l'espérance de vie, du fonctionnement de notre service social, on voit que sur 2 siècles, l'espérance de vie a très fortement augmenté. Et vous voyez qu'en 1900, on était autour de 50 ans d'espérance de vie. Maintenant, on est pratiquement à 90 ans d'espérance de vie. Et vous voyez que cette espérance de vie, en fait, a été obtenue grâce à des mesures qui ont été prises. Et si l'on regarde, et c'est le CDC d'Atlanta qui a fait ce recensement des grandes mesures de santé publique qui ont réellement impacté la mortalité, c'est-à-dire l'espérance de vie d'une population, vous voyez quoi? Vous voyez sur le siècle dernier, vaccination, la sécurité routière, la sécurité au travail, le contrôle des maladies infectieuses, etc., etc. Y a-t-il des mesures relatives aux soins, relatives aux hôpitaux? Non. Et si vous regardez le programme américain en termes de santé publique des années 2000 à 2010, à nouveau, vous avez la liste ici. Y a-t-il des mesures concernant le traitement, l'apparition de nouveaux traitements, la mise au point de choses absolument révolutionnaires? Non. Probablement qu'en termes de traitement, le vrai gain en santé publique qui a eu lieu, c'est l'apparition des antibiotiques au sortir de la guerre, et notamment des antituberculeux, avec le recul de la mortalité par tuberculose et donc d'une épidémie qui ravageait la population.
Et il me semble intéressant, déjà dans ce premier volet de ce que je vous dis, je voulais vous dire que si l'on veut impacter l'espérance de vie, notre espérance de vie d'une population, la solution n'est certainement pas dans le système de soins, la solution est dans le système de santé. Et ça, nous le savons tous, et c'est ce que nous allons essayer de développer l'un et l'autre avec vous cet après-midi. Alors, on voit que même en termes de cancer, évidemment, c'est la prévention contre le cancer qui sera de toute façon bien plus efficace pour l'instant, au stade où on en est de la connaissance des traitements, que tous les traitements qu'on va pouvoir faire. Alors, si on prend à nouveau un peu de recul pour voir notre système de santé, mais rassurez-vous, ça vous impacte directement. Ça vous impacte directement et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le diagnostic, en fait, de notre système de santé, c'est-à-dire du système de santé et de son financement, bien évidemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que la communauté française est capable de payer pour la santé de sa population ? En fait, Agnès Buzyn, en 2017, dans un article, disait « Notre système hospitalier arrive au bout ». Le président de la République, en 2018, à l'Élysée, lors d'un discours que je vous conseille de lire, ceux qui s'intéressent à ça, que vraiment un discours de santé publique, comme j'en ai rarement vu de la part d'un politique, disait en fait « Notre système est devenu complètement fou parce que nous tous, dans cette salle, nous avons un intérêt objectif à ce qu'il y ait de plus en plus de malades. » Et en fait, si vous réfléchissez, nous sommes tous payés par le fait qu'il y a de plus en plus de malades. Et en fait, nous n'avons aucun intérêt, et en fait, je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai arrêté la direction du Centre Léon Bérard à un moment, parce que je me disais, mais on est en train de marcher sur la tête. Les tutelles nous demandent de voir de plus en plus de malades, donc en fait, on est dans un système complètement fou qui est en train de s'emballer. Et le président de la République a fait le diagnostic, et le ministre de la Santé, en novembre 2022, a refait le même diagnostic en disant « Notre système, en fait, est à bout de souffle ». Alors, que se passe-t-il pour que 3 sommités politiques comme ça fassent ce diagnostic à quelques mois d'intervalle ? Et en fait, les choses partent d'assez loin. Et je vous ai remis cet article de 1994, qui est un article qui est paru dans une revue, qui est une revue un peu réservée aux gens de santé publique, qui s'appelle The Milbank Quarterly, donc qui est une revue un peu ancienne, mais où vraiment un certain nombre d'articles fondamentaux sont parus, qui montrent quoi ? Qui essayent de voir en termes d'espérance de vie ce qu'apportent les traitements. Et vous voyez par exemple que si on trouvait quelque chose qui permette de guérir le cancer du col, qui permettrait de faire gagner plusieurs dizaines en moyenne d'années de vie à toutes les personnes concernées, combien gagnerions-nous en espérance de vie au niveau de la population ? Eh bien, en fait, l'estimation tourne autour de 1 à 2 semaines. C'est-à-dire que tout l'effort que nous allons déployer à traiter tous les patients, par exemple, et guérir toutes les patientes qui ont un cancer du col, n'aura pratiquement pas d'effet en termes d'espérance de vie. Si vous voyez sur le cancer colorectal, c'est la même chose. Si vous voyez sur un certain nombre de pathologies comme ça, on a tous des gains en termes de population, d'espérance de vie dans la population, des gains qui sont extrêmement faibles, alors que ça demande des investissements considérables pour arriver à soigner les gens. Et on dit, en fait, que le retour sur investissement des thérapeutiques est un retour très faible par rapport, par exemple, à des activités de prévention dont nous allons vous parler. Si j'essaye d'avancer un petit peu, et je ne vais pas révéler une conversation privée que nous avions avec Pierre Hénault tout à l'heure, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe spécialement en France par rapport d'ailleurs à d'autres pays ? C'est que la France, en fait, a tout misé sur son système de soins. La France a investi massivement sur son système de soins, laissant son système de santé publique quasiment en déshérence et incitant les gens, effectivement, à faire confiance au système de soins.
investissant dans les hôpitaux, construisant des usines à soigner dans les années 70 en périphérie de toutes les grandes villes, l'hôpital Lyon-Sud, l'hôpital neurologique, etc. Et en fait, cet investissement massif dans les soins a augmenté effectivement l'espérance de vie, mais n'a pratiquement rien changé de l'espérance de vie en bonne santé dans la population. Et c'est la conversation que nous avions avec Pierre, il disait c'est fantastique, regardez l'espérance de vie maintenant de quelqu'un qui a un cancer de, je ne sais pas lequel, un cancer du côlon par exemple, avec les nouvelles thérapeutiques, son espérance de vie a été profondément modifiée. Oui, mais comme sa mortalité diminue, en fait, c'est des patients qu'il faut soigner, dont il faut payer les traitements, qu'il faut accompagner, etc. Et en fait, ce que disait Grünberg dans son article, c'est que tous les pays qui augmenteraient l'espérance de vie sans augmenter dans le même rythme l'espérance de vie sans incapacité sont des systèmes dont les systèmes de santé iraient dans le mur. C'est exactement la crise que la France est en train de vivre en ce moment. Vous pouvez prendre tous les journaux. Si vous l'analysez sous cet angle-là, vous avez une partie de la réponse. Je vous mets qu'un chiffre pour ne pas être trop long. C'est vrai chez les hommes, c'est vrai chez les femmes. Vous voyez ce différentiel entre espérance de vie et espérance de vie sans incapacité. Le nombre d'affections de longue durée entre 2011, c'est hier, 2011 à l'échelle de l'espérance de vie, c'est hier, entre 2011 et 2021, le nombre d'affections de longue durée a augmenté d'un tiers. L'année dernière, plus du tiers de la population française a été soignée pour une maladie chronique. Plus du tiers de la population française. Autant dire qu'en fait, et pour les cancers, bien évidemment, c'est la même chose. Autant dire qu'en fait, faire un système qui résiste à ce choc-là est quelque chose de très compliqué, et actuellement, c'est le casse-tête auquel se heurtent effectivement beaucoup de gens. Alors, je vais essayer d'avancer pour ne pas être trop long. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a tous été biberonnés au système ce qu'on appelle le système biomédical. En fait, c'est simple, vous êtes malade, vous allez voir un système de santé, on vous soigne, on mobilise des moyens, on vous soigne et on vous guérit, ou on ne vous guérit pas, ou on vous guérit avec séquelles. En fait, si on veut avoir une approche un peu globale des choses et comprendre ce qui est en train de se passer, il faut avoir un modèle, et je vous ai mis ici le modèle de l'OMS qui a été publié en novembre 2022. On voit que les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'on est obligé d'intégrer ce qu'on appelle les déterminants de la santé. C'est-à-dire que, en fait, notre santé, notre état de santé est lié à des déterminants, et la prévention consiste à agir sur ces déterminants. Je n'ai pas le temps de détailler, mais vous voyez que vous avez ici un certain nombre de déterminants dans ce modèle. Et donc, globalement, tout le monde, en tous les cas dans notre milieu, on dit que le modèle biomédical, en fait, est arrivé en bout de course. Et quand la ministre de la Santé dit « notre système est à bout de souffle », c'est ce qu'elle veut dire. C'est que notre modèle biomédical est probablement en bout de course et qu'il faut essayer de le remplacer assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle ? Alors, je vais vous donner 3 exemples. Un modèle, le modèle qui est le modèle de l'OMS, où on a essayé de quantifier, en fait, ce qui contribue à l'état de santé d'un individu. Qu'est-ce qui contribue à son état de santé ? Ces comportements, on pense que c'est autour de 30%. Le système de soins contribue, et les dernières estimations sont même encore plus faibles, on pense que le système de soins contribue pour moins de 20% à la santé d'une population. C'est-à-dire que les 250 milliards que nous mettons dans notre système de soins, en fait, contribuent pour moins de 10%, moins de 20% à la santé d'une population. Et l'essentiel de la santé d'une population se passe en dehors du système de soins, et même d'ailleurs à distance du système de santé. Je vous mets 2 autres exemples. Ici, c'est le Kaiser Permanent, donc qui a fait une analyse de ces facteurs de risque, qui retombe bien sûr sur les mêmes répartitions de ces déterminants, mais je vous l'ai mis parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, et ils commencent leur rapport en disant « Your zip code is more predictive of your health than your genetic code ». Le code postal de l'endroit où vous habitez prédit mieux l'état de santé que vous allez avoir
que votre code génétique. C'est terrible, c'est terrible. Et un autre exemple à côté de la répartition des déterminants par un autre organisme qui fait du ranking, et vous voyez qu'à nouveau, le système de santé, le système de soins contribue pour à peine 20% à la santé d'une population. La question qu'on peut se poser, pourquoi mettons-nous autant d'argent pour quelque chose qui contribue aussi peu à la santé d'une population? Je suis volontiers, comme étant donné l'heure et qu'on est vendredi, enfin qu'on est l'après-midi du dernier jour, un peu provocateur, mais on attend vos réactions, bien sûr. Et même le MD Anderson, que certains d'entre vous connaissent, qu'on a tous vu quand on commençait notre cancérologie, même le MD Anderson dit, en fait, il faut absolument que nous nous engagions dans des population-based approach to cancer prevention, c'est-à-dire des approches de la prévention qui ne soient pas des approches centrées sur l'individu, mais centrées sur la population. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde prend conscience maintenant que l'intervention sur la prévention ne peut plus être une intervention sur les individus, mais forcément une intervention plus large. Alors, un autre élément aussi d'information, qui est, je pense que vous connaissez, Ekman, prix Nobel d'économie, qui a fait ce qu'on appelle l'équation d'Ekman, qui n'a rien d'une équation, mais peu importe, qui calcule le retour sur investissement des interventions qu'on peut faire sur les individus. Et en fait, ce retour sur investissement, il est terrible. Globalement, si vous agissez sur des adultes, c'est quasiment trop tard. Et que l'intervention est d'autant plus efficace qu'elle se passe tôt dans le cursus des individus, et on pense maintenant que les classes primaires, notamment, sont essentielles pour conditionner le comportement des individus dans leur vie d'adulte. Et je vous invite vraiment à lire ce livre qui s'appelle « Giving Kids a Fair Chance », qui est un livre assez fondateur de cette réflexion. C'est un économiste, donc lui, il ne fait pas de santé, etc. Et il calcule le retour sur investissement des interventions, et il dit, en fait, s'il y a une tranche d'âge sur laquelle il faut intervenir, ce sont les enfants, parce que c'est à eux qu'il faut donner une chance. Les adultes, globalement, une partie est jouée. Alors, pour le cancer, puisqu'on fait le récapitulatif de 20 ans, pendant très longtemps, et moi j'ai commencé à m'intéresser à la prévention, c'était ce temps-là, on s'est dit, voilà, on va agir sur les facteurs de risque des individus. Donc, on a, bien sûr, c'est les travaux de Dole et Hill, que vous connaissez tous sur le tabac. On reconnaît le rôle du tabac dans le cancer du poumon, c'est pas vieux, 1954, publication dans le British Journal, et on reconnaît le lien entre cancer du poumon et tabac. Et puis après, c'est bien sûr la découverte de HPV, c'est la découverte du rôle de l'alcool, et puis plus tard le rôle de l'alimentation, encore plus récemment le rôle de l'obésité et le rôle de l'activité physique, et puis bien sûr le rôle de l'exposition au soleil. Et on voit qu'autour des individus, effectivement, il y a des comportements qui les exposent à un risque de cancer, qui est un risque de cancer élevé. Alors bien sûr, on essaye d'intervenir sur ces risques-là. Et je vous ai mis ici quelques exemples. Sur la nutrition, on fait le Nutri-Score, on fait les grandes campagnes, manger, bouger, etc. Un verre, ça va, 3 verres, bonjour les décas, pour l'alcool. On fait la lutte contre le tabac, etc., etc. Est-ce que ça marche ? Voilà, on a quelques exemples. Prévention des cancers, par exemple, sur le dépistage colorectal, on est à peine à 35% de participation dans la population. Vous avez en dessous les cibles qui étaient voulues. En termes d'alcool, on est encore à 11 litres par personne, alors que l'objectif, c'est moins de 5 litres par an et par personne, etc., etc. Vous avez les addictions, la vaccination HPV, bien sûr, qui est très peu adoptée par les Françaises, etc. C'est-à-dire que globalement, cette approche individuelle marche très peu. C'est-à-dire que penser modifier le comportement des individus en s'adressant à eux ne marche pas. Personne ne pense plus dans notre milieu que les fumeurs fument parce qu'ils ont envie de fumer ou parce qu'ils ont décidé de fumer.
Comme je n'imagine même pas qu'il y ait un seul fumeur dans cette salle, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais bien évidemment que les fumeurs fument parce qu'ils ont été conditionnés à fumer. Évidemment, c'est l'environnement qui les a incités à fumer. Personne ne croit que les alcooliques boivent parce qu'ils ont soif. Donc, cette approche individuelle du risque, en fait, a été repoussée, et on est maintenant sur une approche sur des risques qui sont beaucoup plus larges, que les Anglais appellent les wider determinants de la santé, dont on est en train de s'apercevoir qu'en fait, ils concernent notre environnement et ils concernent énormément les collectivités territoriales. En effet, c'est quoi? C'est les transports qui vont jouer beaucoup sur notre santé, y compris le cancer, les espaces verts, la pollution atmosphérique, l'activité physique, l'incitation à l'activité physique, bien sûr le travail, bien sûr l'éducation à la santé, etc., etc. Alors, 2 exemples pour terminer de ce qu'on peut essayer de faire. On ne sait pas encore si ça marche, et Lise vous parlera de recherche interventionnelle. 2 exemples d'intervention en collectivité territoriale ou dans des populations particulières. À Saint-Étienne, je suis arrivé à mobiliser la municipalité pour qu'on fasse un plan cancer de la ville de Saint-Étienne. C'est quoi un plan cancer d'une ville? Bien sûr, ça ne concerne pas la recherche, qui n'a rien à voir là-dedans. Ça ne concerne pas les soins, bien évidemment. Mais que va essayer de faire une ville? Elle va essayer de créer un environnement favorable à la santé et favorable à la lutte contre les déterminants du cancer. Et vous avez ici donc la description de ce plan cancer qui est en train de se mettre en place. On va le lancer, il y a eu 1 année de réflexion, et on va le lancer dans quelques jours. Un autre exemple, pour ne pas être trop long aussi, vous avez un poster qui est à l'entrée, l'intervention Alliance. C'est une intervention qu'on a montée, vous voyez le nombre de partenaires qu'il faut solliciter pour monter une opération comme ça. C'est une intervention en fait qui consiste à faire de l'éducation des enfants en classe primaire aux facteurs de risque, dont les facteurs de risque de cancer. Très rapidement, pour passer le message que je veux vous faire passer, faire une intervention isolée auprès de quelques personnes n'a aucune chance de modifier quoi que ce soit. On le sait maintenant. Et donc, si vous voulez faire des interventions qui ont un réel impact, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle, et je pense que Lise en reparlera, des interventions complexes ou des interventions multiniveaux, certes sur les individus, et là on intervient non pas sur les élèves de classe primaire, mais sur leurs enseignants, mais en même temps il faut qu'on change l'environnement de l'école, mais en même temps il faut qu'on change l'environnement de la commune dans laquelle se trouve l'école. Si vous ne faites pas ça, en fait, ça n'a pratiquement aucune chance de marcher et de modifier durablement l'état de santé de la population. C'est plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont concernés par une intervention de ce genre. C'est une énorme intervention qui a un coût conséquent et qui devrait aboutir à quoi? À augmenter le niveau de littératie en santé des enfants à la fin des classes primaires. C'est ça notre objectif, augmenter le niveau de culture en santé. Pourquoi? Parce qu'on sait que le niveau de littératie en santé va conditionner l'essentiel de nos comportements d'adultes. Et pour conclure, je vous ai mis cette phrase du secrétaire général de l'OMS dans le dernier numéro du Lancet, que j'imagine vous avez lu, sur les déterminants commerciaux de la santé. Et il dit, en fait, la santé ne commence pas dans un hôpital ou dans une clinique, pas plus que la justice commence dans un palais de justice ou que la paix commence sur un champ de bataille. En fait, la santé commence en fonction de l'endroit où nous sommes nés, où nous avons grandi, les écoles que nous avons fréquentées, les rues dans lesquelles nous avons marché, les lieux dans lesquels nous avons travaillé, les résidences dans lesquelles nous avons habité et bien évidemment l'air que nous respirons. Je vous remercie. Merci beaucoup Franck pour cette présentation décapante. Je propose à Lise de prendre la suite et ensuite on prendra toutes vos questions
et Franck reviendra sur scène également pour y répondre avec Lise. C'est bon? Ça y est? Bon, voilà. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre région, dans votre magnifique ville et de me donner l'occasion de parler de quelque chose qui me passionne depuis maintenant plusieurs décennies et qui est tout à fait en continuité avec les propos de Franck. Alors, de mon côté, ce que je souhaite faire, c'est 3 choses. Donc, de faire un survol de quelques-uns des défis dans la continuation de ce qu'évoquait Franck, d'identifier des stratégies, donc quelque chose de beaucoup plus global, une stratégie fondée sur les données probantes qui semble faire consensus, et puis surtout de présenter quelques exemples de programmes ou de politiques prometteurs qui ont été mises en œuvre, mais surtout des programmes et des politiques publiques qui ont été évalués où on a fait du partage de connaissances. Alors, la première question qu'on peut se poser, Franck l'a évoqué et a identifié un certain nombre d'explications, mais pourquoi la pratique de la prévention présente-t-elle de si grands défis? Il y a tous les éléments qui ont été soulevés par Franck, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont identifié des choses qui sont plus proximales dans l'opérationnalisation. Et il y a un magnifique article qui a été publié il y a maintenant 10 ans par Harvey Feinberg, qui est dans le JAMA, où il identifiait un certain nombre de défis que présentait l'opérationnalisation de la prévention. Alors, la première, c'est lorsqu'on fait quelque chose de bien en prévention, il ne se passe rien. Et c'est assez difficile à vendre. On n'a pas de maladie, on n'a pas de drame, et donc ça attire peu l'attention. C'est un premier défi. Ensuite, ce qui est difficile, et Franck l'a mentionné, c'est que les bénéfices, ça prend beaucoup de temps, ça prend un long moment avant que ça se matérialise. Les recommandations ne font pas toujours consensus et les connaissances continuent à avancer de sorte qu'il faut changer la façon de faire. Et finalement, souvent, ce qui est proposé, c'est que les intérêts commerciaux sont des fois aux antipodes avec ce qu'on veut proposer en prévention. Alors ça, c'est une première série de défis. Mais ce qu'on pense aussi, c'est ce qu'on met en relief dans ce papier-là, c'est qu'on pense souvent la prévention de façon curative. Et c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier une pathologie, on essaie de restaurer la santé, on propose des services qui sont individuels et souvent on fait des interventions cliniques qui sont chirurgicales, pharmacologiques ou thérapeutiques d'une façon quelconque. Alors que si on veut être efficace en prévention, on doit d'abord identifier les risques, on doit essayer de réduire les risques, on doit aussi avoir une perspective populationnelle, comme l'a dit Franck, et on a surtout des interventions qui vont viser les comportements ou qui vont être des interventions sociales. Donc, c'est des choses qui sont très différentes. Toujours en ce qui a trait aux facteurs de risque, pendant ce colloque ou ce forum, on a mentionné plusieurs des facteurs de risque qui sont en cause. Ça, c'est une représentation qui a été faite au Canada et c'est très similaire de ce qu'on retrouve en France. Et c'est bien qu'on ait les facteurs de risque, mais on a un avantage et un défi. Et l'avantage et le défi, c'est qu'il y a plusieurs des facteurs de risque qui sont communs avec d'autres maladies chroniques, entre autres les maladies cardiométaboliques, le diabète et l'obésité, et même la santé mentale, ce qui est une bonne chose parce que c'est les mêmes interventions qu'on va peut-être vouloir faire, mais c'est un défi parce que si on pense la prévention dans une perspective curative, on peut créer de la confusion, dire bien, je fais ça pour réduire les risques de cancer ou la maladie aussi. Ça crée une confusion dans la population. Alors, comme le disait Franck, compte tenu de ce qu'on connaît des facteurs de risque, c'est que l'exposition aux facteurs de risque se produit souvent à l'extérieur des milieux de prestation de soins. Et donc, les programmes et les politiques publiques de prévention doivent s'implanter à l'extérieur principalement de ces milieux-là, mais parfois à l'intérieur parce qu'il y a un lien à faire avec des professionnels de la santé, mais ça doit surtout se faire dans les milieux de vie de la population. Il y a d'autres auteurs, des Canadiens, des collègues John Frank et Erika Desruggiero, qui avaient publié un papier il y a une vingtaine d'années. Ils avaient déjà soulevé certains des points qui sont mis en relief par Harvey Feinberg, à savoir que les connaissances sont en évolution, que les effets souvent des interventions préventives ne sont pas connus et aussi que les gains n'étaient pas immédiats. Mais ils ont identifié 2 autres défis qui sont vraiment particuliers. Le premier, c'est qu'il faut accepter
entre guillemets, la vraie nature humaine, même si une intervention est vue comme efficace, sécuritaire et économiquement viable, elle ne sera pas forcément acceptable pour la population, surtout si ça occasionne des désagréments ou des inconforts, si c'est communiqué par une personne qui semble avoir des avantages sur les autres membres de la population, et si elle est diffusée aussi de façon autoritaire, qu'on dit « vous allez faire ça », les anglophones disent « an in-your-face intervention », ça ne passera pas. Et ensuite, ce qu'il faut penser aussi, c'est de la même façon, et il y en a été beaucoup de questions ici, on parle beaucoup de partenariat avec les patients. Il faut penser beaucoup au partenariat avec les citoyens parce que les citoyens peuvent avoir des idées géniales sur l'opérationnalisation de la prévention et on peut aussi faire des co-constructions qui sont vraiment intéressantes. Et finalement, la question des inégalités sociales, elle est très présente. Et on est souvent dans une optique de dire, on va offrir la même chose à tout le monde. La même chose, c'est les petits blocs en bois en dessous des enfants, mais parfois, si on veut surmonter les inégalités sociales, il faut en offrir plus à celles et ceux qui sont vulnérables pour réduire les inégalités et s'assurer d'avoir des retombées de santé. Alors, on pourrait peut-être dire, il y a tellement de défis, on ne touche pas à ça, c'est comme insoluble comme problème. Mais en fait, comme le montrait Franck, il existe des solutions et il existe des stratégies pour agir. Et la stratégie, comme on le mentionnait dans le Lancet, c'est d'adopter une pratique de prévention qui est fondée sur les données probantes, mais qui consiste finalement à déployer des programmes et des politiques publiques dans les milieux de vie, on l'a dit, mais surtout à évaluer et partager les connaissances qui sont issues de ces évaluations-là. Et ça veut dire qu'on met un accent important sur la notion des données probantes. On pourrait dire quel genre de données probantes a-t-on besoin? Et il y a un magnifique papier qui a été écrit par Ross Brownson qui a certainement surmonté le défi d'être obligé de dormir à la vitesse qu'il publie des articles. Je ne sais pas quand est-ce qu'il prend le temps pour dormir. Il doit être toujours en train d'écrire ou il écrit dans ses rêves. Et en fait, il identifiait 3 sources de données probantes. Ça nous prend des données sur l'étiologie et le fardeau, à savoir la prévalence et l'incidence, la notion des facteurs de risque, les souffrances personnelles et les coûts sociétaux. Et ça, on commence à en avoir une quantité assez appréciable. Ça nous prend des données probantes sur les impacts de l'intervention, c'est-à-dire quelle est la valeur qui est ajoutée, donc l'efficacité en milieu réel des différentes interventions qui sont implantées. Mais finalement, et ça, c'est une source d'information pour laquelle on a moins d'informations, c'est des informations sur l'implantation et le contexte, c'est-à-dire, est-ce qu'on est allé chercher la population qu'on voulait rejoindre avec notre intervention? Est-ce qu'on a compris les mécanismes d'implantation? Est-ce qu'on a compris l'interaction qu'il peut y avoir entre une même intervention implantée dans différents contextes? Et pour être capable de faire une pratique fondée sur les données probantes, il faut être capable de puiser dans ces 3 sources de données-là. Est-ce qu'il y a des exemples de l'exercice qui est proposé d'adopter une pratique qui est fondée sur les données probantes? La réponse courte, c'est oui. Et en rafale, je vais vous présenter quelques-uns de ces exemples. J'ai choisi de vous parler d'une intervention qui a été réalisée à Winnipeg, qui est dans le centre du Canada. Ça s'appelle « Walking on Water ». Donc, littéralement, ça veut dire « marcher sur l'eau ». Pourquoi ça veut dire « marcher sur l'eau »? C'est parce qu'à Winnipeg, il fait froid, il fait froid, il fait froid, il fait froid longtemps. Alors, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est qu'ils ont choisi d'implanter un sentier glacé sur une distance de 10 km pour une période de 8 à 10 semaines pendant 2 hivers consécutifs, 17-18 et 18-19. Et au Manitoba, vous voyez sur l'image du haut, c'était sur la rivière Assiniboine. Et ce qu'on voit sur la colonne du bas, c'est en été, quand il n'y a pas de glace, et il y a des sentiers qui sont à côté. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de dire quel est l'impact de l'implantation de ces sentiers. Et de façon intéressante, l'équipe de recherche a intégré des citoyens dans le co-développement de l'intervention d'une part, mais aussi dans la réalisation du projet de recherche. Alors, ils ont développé un devis quasi expérimental qui consistait à comparer l'utilisation des sentiers, la quantité d'activité physique qui était faite dans la période d'intervention pendant qu'il y avait de la glace sur la rivière, et avant et après.
Et ils ont utilisé des utilisations de compteurs. Vous connaissez peut-être ça, c'est des pyrobox qui détectent la chaleur et donc on est capable de compter le nombre de personnes qui passent à un certain endroit. Et ils ont colligé des données sur un peu plus d'un demi-million de personnes que le compteur a enregistré sur les 2 années. Et ils ont demandé à près de 500 personnes de porter des pédomètres pour être capables de quantifier l'activité physique qu'ils faisaient. Ils ont fait ça. Et les interventions, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont eu des durées de 56 jours et de 67 jours respectivement. Puis quand je vous disais qu'il faisait froid, en moyenne, il faisait moins 13, en moyenne, il faisait moins 17, et ça ne compte pas le facteur vent. Alors, ce qu'ils ont trouvé, de façon intéressante sur la question de la portée, c'est que la plupart des utilisateurs étaient âgés de 35 ans et plus et 61 des personnes avaient un salaire, un revenu familial de 50 000 $ ou plus, ce qui, à ce moment-là, représentait la médiane canadienne. Mais ce qu'on a constaté, surtout eu égard à l'intervention, c'est que la fréquentation des sentiers glacés était 2 à 4 fois plus élevée que la fréquentation des sentiers terrestres avant et après l'hiver. Et les personnes qui utilisaient les sentiers cumulaient l'équivalent de 3 852 pas ou à peu près 23 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse. Et un peu plus du tiers de ce groupe-là, c'était 30 minutes, ce qui rencontre la recommandation de santé publique pour l'activité physique. Ce qu'on rencontre, donc, si on reprend nos 3 sources de données probantes, c'est qu'il s'agissait on a identifié un facteur de risque, c'est-à-dire qu'il y avait une chute d'activité physique, surtout en hiver. On a fait une modification de l'environnement communautaire qui a produit une valeur. La validité externe était élevée parce que ça s'est fait dans un milieu de vie des personnes, sauf que les groupes plus vulnérables ne semblent pas s'être joints à cette activité-là, donc il y a des choses à creuser. Je vous présente un deuxième exemple, et vous avez certainement des interventions analogues ici en France et ici à Lyon. C'est la ligne J'arrête qui a été développée au Québec. Et en fait, la ligne J'arrête, c'est une ligne téléphonique, un service téléphonique qui est gratuit, qui est bilingue, confidentiel, où il y a des intervenants, des intervenantes qui offrent des informations et un soutien personnalisé aux personnes qui souhaitent cesser de fumer. On a fondé l'intervention sur le modèle de Prochaska sur les stades et processus de changement et qui consistait à mettre en œuvre des techniques d'entrevue motivationnelle où on posait un certain nombre de questions pour essayer de trouver des stratégies qui étaient personnalisées pour les personnes qui souhaitent arrêter. On a développé aussi des trousses qui contenaient des informations et des outils interactifs pour aider les fumeurs et des renseignements sur un concours annuel où on pouvait gagner 1 de 3 prix. C'est des prix quand même assez considérables, un prix de 5 000 $ et 2 autres prix de 250 $ pour les personnes qui maintenaient leur cessation tabagique. Et on offrait des références à d'autres services tabagiques, antitabagiques à des personnes dans les centres locaux de services communautaires. Ils ont aussi développé un devis quasi expérimental où ils ont suivi sur une période de 12 mois un peu plus de 1200 nouveaux utilisateurs de la ligne, tous des adultes âgés de 18 ans ou plus. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont rejoint 9 fumeurs sur 10 000. Ça, c'est l'estimé populationnel. Et par rapport aux fumeurs du Québec, on attire davantage de femmes, de personnes âgées de 55 ans et plus. Et de façon intéressante, ces lignes-là ont attiré davantage de personnes qui étaient moins scolarisées. Et donc, c'est ce qui est pas habituel avec ce type d'intervention-là. Après 30 jours, ce qu'on se rend compte, c'est que la prévalence de l'abstinence était de 26,7 %, ce qui est quand même pas si mal pour l'intervention. Et au bout de 12 mois, c'était de 18 %. Et si on reprend nos 3 sources de données probantes, évidemment, le facteur de risque, c'était le tabagisme. On a apporté une valeur ajoutée. Les personnes qui s'y investissent, effectivement, ils ont des retombées qui ne sont pas trop mal, mais il y a un problème majeur, et je pense que Franck le disait aussi, c'est qu'on ne rejoint pas une grosse portion de la population, et c'est une portion de la population qui est bien spécifique. Bien qu'on va chercher des personnes vulnérables, on va moins chercher les hommes et les personnes qui sont plus jeunes.
Autre exemple, toujours dans le registre d'essayer de modifier les environnements, c'est le projet qui s'appelait Healthy Corner Store. Et c'est une intervention populationnelle qui consistait à transformer l'offre alimentaire dans les petits commerces de détail, ce qu'on appelle chez nous des dépanneurs ou en anglais ce qu'ils appellent des corner stores, où la plupart du temps on retrouve une abondance de croustilles, de barres de chocolat, de cola et ainsi de suite, souvent de la bière et de l'alcool aussi. Mais ce qu'on a choisi de faire, c'est d'essayer de développer une intervention qui changerait cet environnement-là en créant un partenariat intersectoriel qui impliquait des gens de la santé, de la communauté, du secteur des affaires. Et on aidait les petits commerces à développer un modèle d'affaires, la mise en marché, la demande des consommateurs. Et on a tenté cette intervention-là dans 4 secteurs. Ce qu'on a constaté, un des premiers défis qu'on a eu, c'était d'être capable de mesurer qu'est-ce qui se passait au niveau populationnel. Donc, on a choisi de mesurer les ventes dans ces petits commerces-là. Et on donne l'exemple d'un des commerces qui était dans un quartier défavorisé dans Toronto. Et on se rendait compte qu'il y avait un pic des ventes à la fin du mois, ce qui correspondait au moment où les chèques d'aide sociale étaient versés dans les comptes des individus. Et on voyait aussi un pic, il y avait une légère augmentation de la vente de cigarettes et de collations nutritives, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on souhaitait. Mais ce qu'on a constaté, par contre, c'est que même si on avait du succès à faire de l'offre, quand on faisait l'offre de fruits et légumes avec la publicité, c'est que quand même, pour ce type d'éléments-là, il y avait une augmentation des revenus et des profits pour la vente de fruits et légumes quand on faisait cette intervention-là par rapport au moment où ils en vendaient juste de façon sporadique. Alors, toujours dans nos 3 sources, les risques, surabondance de malbouffe, impact, on semble augmenter les revenus associés aux fruits et légumes, mais l'impact populationnel est probablement relativement mineur et donc il faut continuer à réfléchir à cet élément-là. Autre exemple que vous connaissez peut-être, parce qu'elle est de ce côté-ci en Europe, le Dutch District Approach, où on a réalisé un programme national aux Pays-Bas pour venir en aide aux personnes défavorisées. On voulait modifier les environnements physiques et sociaux des quartiers les plus défavorisés. Et on essayait d'agir ici sur les déterminants sociaux, c'est-à-dire l'emploi, l'éducation, le logement, l'environnement bâti, la cohésion sociale et donc la sécurité publique également. Et en fait, c'est que parmi les districts qui ont été choisis puis qui ont reçu des fonds pour faire des transformations, ce qu'on a constaté, c'est que parmi les 39 districts, puisqu'on donnait la possibilité aux responsables de faire le choix de ce qu'ils avaient envie de travailler, c'est qu'on s'est ramassé avec une panoplie de 39 interventions différentes à toutes fins pratiques. Ce qu'on constate en lien avec l'activité physique, par exemple, c'est qu'il y a une première étude qui démontre que dans les quartiers défavorisés où ils ont choisi d'agir sur les espaces verts avec l'idée qu'en changeant les espaces verts, on créait une opportunité pour faire de l'activité physique, c'est qu'on aurait des meilleurs impacts. Et ce qu'ils ont documenté, c'est qu'en effet, ils n'ont pas eu d'impact sur ça, donc on a à se creuser la tête sur ce qui se passe. Et il y a d'autres études qui ont suivi où ils ont utilisé des données de cohorte et utilisé des méthodes avancées d'inférence causale pour documenter qu'en effet, il y avait peu de changements dans les districts qui avaient été transformés et des districts comparables qui étaient également défavorisés, sauf peut-être pour la marche qui était pratiquée par les gens, mais c'était vraiment quelque chose qui était un effet de taille petite. Alors, ce qu'on en retire, c'est un milieu il y a un facteur de risque, à savoir que les gens étaient dans des milieux qui étaient très défavorisés. Il y a eu peu d'effets qui étaient généralisés, donc ça, va falloir qu'on se creuse la tête davantage pour savoir comment transformer les choses. Et il y avait une très grande variabilité dans les cibles d'intervention et l'intensité de leur mise en œuvre, et donc on est encore sur la planche à dessin pour ça. Et je termine avec cet exemple-là, qui renvoie aussi à l'idée du plan cancer qui a été développé et qui a été mentionné par
par Franck. Et ça se fait actuellement à Bradford, en Angleterre. C'est qu'on a tenté de créer ce qu'on appelle un collaboratoire de ville où on a mis différents acteurs ensemble pour être capable de transformer tous les environnements de la ville. Et on a différents chantiers, comme sont illustrés sur la ligne horizontale dans le bas de la diapositive. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, d'une part, c'est que plutôt que d'essayer de faire des interventions un à la fois, comme les interventions que je présentais antérieurement, c'est qu'on essaie d'intervenir à la fois dans plusieurs milieux et de viser un impact qui est collectif sur de multiples cibles pour être capable de créer un point de bascule. Et c'est un peu l'idée qu'on a quand on intervient dans une ville tout entière. Ce qui est intéressant aussi dans ce qui est fait à Bradford, dans le projet Act Early, c'est qu'on a créé des groupes de travail pour parler d'évaluation et c'est des gens qui vont vers la communauté pour savoir quelles sont les questions qui sont les plus pertinentes pour le développement des enfants et des adolescents. Et on a développé tout aussi un corps autour du Citizen Science qui pourrait être vu comme étant le pendant de ce qu'on fait avec les patients partenaires, c'est-à-dire qu'on veut avoir le input de la communauté et dans la co-construction des interventions et de leur évaluation. On a aussi identifié un certain nombre d'indicateurs globaux pour être capable de mesurer les impacts sur lesquels on va faire une surveillance pour une période prolongée pour voir quels sont les impacts. Et de façon intéressante, quand on parle de données probantes, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont développé une mosaïque de données. Et vous voyez qu'ils ont différentes sources de données qui sont interopérables et dans lesquelles ils peuvent puiser pour répondre à différentes questions de recherche. Et probablement, dans une visée d'utiliser du big data, c'est probablement une approche à adopter. Alors, les risques qui étaient identifiés, c'était la pauvreté et la marginalisation et aussi le risque d'avoir des problèmes sur le développement des enfants. On a décidé de faire une façon plus globale de penser la conception et la réalisation des activités de prévention et d'évaluation, mais il y a des défis majeurs parce que c'est tellement un gros projet qui est d'une complexité telle que c'est difficile de tout coordonner ensemble puis de savoir qu'est-ce qui se fait à tout moment et de déterminer quelles sont les causes des effets et des non-effets, des effets observés. Et quand on a fait l'hypothèse qu'il y avait des effets, pourquoi ça ne s'est pas produit? Donc, pour la suite des choses, vous avez peut-être l'impression que vous faites comme le poisson rouge, qu'il faut sauter d'un bocal à un autre pour être capable de faire de la prévention. Mais vous voyez, l'image le dit, c'est possible. OK? Alors, et ce qu'il faut faire, donc, ce qu'on pense qui est l'approche actuelle, c'est d'adopter une pratique qui est fondée sur les données probantes, qui consiste à déployer des programmes et politiques publiques dans les milieux de vie, mais surtout à les évaluer et partager des connaissances parce qu'on ne veut surtout pas recommencer ce qui n'a pas fonctionné ailleurs. On veut utiliser ce qui a fonctionné ailleurs puis de l'implanter là où on se trouve. Et sur ça, je vais vous laisser mon dernier mot sur une citation qui est attribuée à Albert Einstein qui dit la chose suivante. « La théorie, c'est lorsque nous comprenons tout mais que rien ne fonctionne. La pratique, c'est lorsque tout fonctionne mais on ne sait pas pourquoi. On finit toujours par combiner la théorie et la pratique. Plus rien fonctionne et on ne sait pas pourquoi. Si on adopte la stratégie de faire une approche qui est fondée sur les données probantes, on espère, et ça vient de moi, que tout va fonctionner puis on va savoir pourquoi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Lise. On peut passer, tu peux rester ici, on peut passer aux questions et réponses. Et Franck, effectivement, vous pouvez rejoindre Lise. Merci. Alors, non, je vois une... Oui, il y a une main là. Pierre. Non, moi j'ai été très intéressé par ces deux interventions. Au début, j'étais un petit peu inquiet parce que je pensais que l'attribut personnalisation était recherché par l'ensemble des thématiques de recherche qui nous caractérisent.
Et quand on entendait le premier topo, j'ai eu du mal à entendre le mot de personnalisation, parce que c'est vrai que derrière la santé d'une population, il y a des individus. Et moi, je pense que personnellement, contrairement à ce que vous avez indiqué, il ne faut pas opposer le système de soins et le système de santé. Parce que je pense que toutes ces méthodes, toutes ces approches interventionnelles pour prévenir les cancers devront être personnalisées à un moment donné pour qu'elles puissent fonctionner. On avait fait d'ailleurs avec les collègues de Saint-Étienne une petite étude sur l'alcool chez les patients et comment ils étaient pris en charge dans nos hôpitaux de la région. Et on avait identifié 3 types de personnalités ou 3 types de personnes différentes pour lesquelles l'alcool avait un rôle différent. Et probablement, il fallait y développer des interventions personnalisées. Et je pense que cette personnalisation, elle peut exister très, très précocement au cours de la vie. Voilà, donc c'est juste que j'avais été effectivement un peu choqué, c'est un peu lourd comme terme, dans cette opposition entre le système de soins et le système de santé. Système de soins qui, actuellement, vit une période, comme vous l'aurez sans doute noté, un petit peu difficile. Je pense que ça m'était destiné en partie. Oui, on peut te suivre philosophiquement. Moi, je n'oppose rien à rien. Simplement, ce que je voulais essayer de faire passer comme message, c'est qu'on arrive, mais ce n'est pas simplement sur le système de santé, sur notre système social, on arrive à la fin de quelque chose. Et je trouve que les acteurs n'ont pas encore enregistré tout à fait ça. Pourquoi ? Parce que notre système n'arrive plus à se financer, il ne se finance qu'avec des déficits, et on ne pose jamais la question du retour sur investissement de ce qu'on fait. Or, dès lors que l'on change d'optique et que l'on se pose la question, mais après tout ce qu'on fait, à quoi ça sert ? Ça rapporte à qui et à combien de temps? Et bien à ce moment-là, on change complètement d'optique. Et moi, je connais assez bien le système français et j'en connais un certain nombre. Le système français a une particularité, c'est qu'il n'a fait qu'aggraver les inégalités de santé. Et les approches personnelles dont tu parles, bien sûr qu'on peut, moi j'ai été médecin, j'ai fait de la pratique, j'ai fait du service de jour, des chimios, etc. pendant suffisamment longtemps, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on sait maintenant que notre façon de voir la santé ne fait qu'augmenter les inégalités de santé. Et que la personnalisation, en fait, comme tu dis, elle profite essentiellement à ceux qui en ont le moins besoin. Et en fait, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à casser. Je fais un topo au CLB dans quelques jours, quelques semaines, que j'ai intitulé « Comment casser la fabrique des inégalités ». Parce qu'en fait, c'est un système qui fabrique des inégalités, notre système. Et en fait, Lise vous a donné une partie de la solution, c'est qu'à force de confondre égalité et équité, eh bien, on ne fait que renforcer les inégalités. Or, la France a une conception extrêmement égalitaire des choses, dans le sens où, en fait, elle propose des dispositifs à tout le monde, sans s'occuper de ceux qui viennent profiter de ces dispositifs. Or, on le sait maintenant très bien, tous les dispositifs profitent essentiellement à ceux qui en ont le moins besoin. On peut prendre toutes les subventions, toutes les allocations, tous les trucs. En fait, on a à chaque fois vu le même phénomène. Lise. Oui, mais je peux peut-être me permettre d'ajouter quelques idées. Premièrement, quand on a 2 entités, c'est assez habituel de les confronter l'un à l'autre et on n'est pas en train de dire que ça ne nous prend pas un système de santé. Ce qu'on nous dit, c'est que ça nous prend un système de prévention, puis un système de prévention qui est performant. Parce que, comme le disait quand il a fait son historique sur le cancer, Éric Solary a mentionné que des cancers, il y en avait depuis des millénaires, et même si on contrôlait certains des facteurs de risque qui sont associés aux habitudes de vie, il y aura encore des cas de cancer qu'on voudrait traiter. Cela dit, c'est que sur l'enjeu de la personnalisation, je pense qu'il y a une discussion,
des discussions assez vives actuellement sur la notion de santé publique personnalisée ou santé publique de précision. Mais même dans l'utilisation de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours fondé sur les données probantes. Il est possible qu'une intervention qui est implantée à un certain endroit pour avoir un impact sur la population pourrait être implantée ailleurs et ne pas avoir le même impact. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a fait l'évaluation de l'impact de l'implantation de services de vélo en libre service que vous avez ici depuis très longtemps, mais à Montréal, c'était la première implantation en Amérique du Nord. Et donc, on a documenté qu'au bout de 2 ans, pas au bout d'1 an, au bout de 2 ans, il y avait une augmentation de la pratique de l'activité physique sans avoir une augmentation du risque de collision avec les véhicules automobiles, ce qui était des bonnes nouvelles. Mais ça a pris 2 ans. Et quand ils ont essayé de faire la même chose à Melbourne, en Australie, ça a complètement planté. Les gens ne voulaient rien savoir de ça et ils n'ont même pas été capables de faire, de garder à long terme le service comme tel. Et donc, il y a des choses à comprendre sur l'intervention qui est complexe. L'intervention, ce n'est pas juste de faire parachuter des vélos en libre service, c'est comment la population reçoit et perçoit cette intervention-là. Il y a la question des inégalités sociales qu'on a documentées et qui persistaient et qui s'agrandissaient au bout de 2 ans. Et donc, il y a vraiment beaucoup à faire sur qu'est-ce qui fonctionne, à quel endroit et pour quelques populations. Et ça, c'est l'équivalent de la personnalisation. Et c'est pour ça qu'on essaie d'adopter une approche qui est fondée sur les données probantes. Merci. Y a-t-il une autre question? Oui. Alors, oula, il y a plusieurs mains. Allez, Silver. Merci pour vos présentations respectives et puis pour aussi présentation un petit peu décapante. Effectivement, comme l'a dit Julien, c'est très intéressant de voir cet angle. Pour nous, dans les laboratoires, on est un petit peu plus éloigné de ça. Alors, une question plus, pas du chercheur, mais plus du citoyen. Du coup, quand vous parlez du système de santé qui est dans le mur et que vous mettez la diapositive sur le retour sur investissement avec effectivement les populations cibles qui sont certainement les meilleures, c'est les écoliers. On pense tout de suite au système d'éducation en France, qui est à peu près dans le même état, j'allais dire, que celui du système de santé. Et donc, du coup, si on veut avoir un effet levier qui soit quelque chose qui soit efficace, j'allais dire, il faut voir ça dans sa globalité. Alors, quelle est votre réflexion par rapport à cette politique plutôt, j'allais dire, au-delà du politique de santé, des politiques sociales en fait de notre système? Oui, ça marche. En fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les mêmes causes, dans l'éducation, ont produit les mêmes effets que dans la santé. Exactement. Et d'ailleurs, quand vous regardez les résultats avec PISA, par exemple, par localité, par milieux sociaux, etc., vous superposez avec les inégalités sociales de santé. Les deux sont superposés. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que je le fais de façon un peu provocative, parce que pendant longtemps, je l'ai fait plus soft. Et en fait, c'était toujours, mais il nous faut plus d'argent, il nous faut plus d'argent, il faut plus d'argent. Remettez de l'argent à l'hôpital. En ce moment, il faut remettre de l'argent à l'hôpital. On vient de mettre 15 milliards. Et ça ne suffit jamais, il faut en mettre plus. Mais en fait, c'est parce que notre système marche à l'envers. Donc, une approche égalitaire des problèmes produit des inégalités. Et ça, c'est très compliqué à expliquer, c'est très compliqué à faire comprendre. C'est vrai que je passe plus de temps à essayer de convaincre des politiques que des scientifiques, mais c'est très compliqué à comprendre. Et simplement, c'est ça, c'est ce que nous a appris Michael Marmot, qui a travaillé, qui était le président de la commission des déterminants à l'OMS, dans son rapport, Closing the Gap in One Generation. Il explique ça. Il dit, en fait, notre système crée des inégalités parce qu'il a une approche égalitaire. Ayez une approche équitable et vous diminuerez les inégalités. Autre façon de voir les choses. Vous voulez diminuer la mortalité par cancer, par exemple. Quelle est la mesure que vous prendriez? Bonne question à chaud, comme ça je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas. Je suis déjà pas médecin, je suis
Un humble enseignant-chercheur, donc ce sera difficile de répondre. Les éléments qu'on a, probablement, il y a une étude qui est sortie cet été qui montre que les modifications des mobilités liées à la crise Covid vont probablement amener un gain à 10 ans de plusieurs milliards par an. C'est-à-dire que le fait que les gens soient mis au vélo va modifier assez fortement l'état de santé de la population française. Ça ne passe pas par des hôpitaux, ça ne passe pas par la création de médecins, etc. Autre mesure qui est un peu symbolique, parce que c'est à Toronto, je crois, ils font ça. Si on fermait les ascenseurs, d'accord ? Voilà, moi je pense qu'il faudrait arrêter les ascenseurs, empêcher les gens de prendre les ascenseurs, sauf ceux qui en ont vraiment besoin. Vous économisez l'équivalent de la consommation en électricité de la ville de Bordeaux et vous allez diminuer la mortalité par cancer bien plus que pourront faire tous les laboratoires ici réunis. Et en fait, c'est une mesure simple qui ne coûte rien, qui a un retour sur investissement absolument considérable. Voilà, je dis ça de façon un peu provocative, mais c'est exactement ce qu'on disait sur l'activité physique. En fait, il faut se battre pour modifier les comportements de cette façon-là, à travers les environnements. Et je ne crois plus du tout aux approches individuelles. On sait qu'elles ne marchent pas. En fait, elles servent à convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Et dernier point, en fait, si on veut sauver notre système de santé, il n'y a pas 36 façons. Il faut qu'il y ait moins de malades. Et à ce moment-là, on pourra les prendre en charge correctement. Mais on ne peut pas à la fois vouloir augmenter les traitements et augmenter le nombre de malades. Ça ne tient pas. Toutes les projections montrent que ça ne tient pas. Lise ? Je suis d'accord. L'heure tourne, on va prendre une dernière question, peut-être de quelqu'un qu'on n'aurait pas encore entendu lors de ce forum. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vous avez beaucoup parlé de l'apport qu'aurait la prévention donc, sur les enfants vis-à-vis de leur vie, on va dire plus tard, au moyen voire long terme. Comment vous visualisez plutôt justement la prévention concernant les maladies des jeunes enfants, à contrario, qui du coup, on n'a pas une durée de vie qui est aussi longue, donc la prévention est différente vis-à-vis des maladies des jeunes enfants? En fait, oui. Mais en fait, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas traiter les gens qui sont malades. Ce qu'on est en train de dire, c'est que du point de vue populationnel, il faut tout faire dans notre possible pour faire en sorte que les ressources physiques avec lesquelles les gens naissent soient là le plus longtemps. Et je vous dirais qu'il faut investir chez nos jeunes. Les médecins parmi la salle le voient. Il y a peut-être 20 ans, on n'entendait pas parler d'adolescents ou de jeunes adultes qui avaient du diabète. Maintenant, c'est chose courante. Et ça, c'est un drame, parce que non seulement ils vont mourir plus jeunes, mais ils vont souffrir longtemps, très longtemps. Et ça, c'est problématique. Et je me permets de dire, puisqu'on a parlé de la COVID, il y a certaines personnes qui ont utilisé beaucoup plus des méthodes de transport actif, mais chez nos jeunes, les données semblent montrer qu'il y a eu une chute vertigineuse de leur pratique d'activité physique. Et ça va nous frapper dans 10 ans. Il va y avoir une augmentation de l'excès de poids, résistance à l'insuline, peut-être des cas de cancer qui vont arriver de façon beaucoup plus précoce. Donc, comme le disait Franck, je pense que oui, il faut sauver notre système de santé parce que peu importe ce qu'on fait, il va toujours avoir des gens qui vont être malades ou qui vont être blessés. Mais s'il y en a trop, on ne sera juste pas capable. Simplement pour essayer, non pas de compléter, mais donner un éclairage un peu complémentaire, on sait que nos comportements, à tous, sont conditionnés par un socle qui s'installe très vite dans la vie. Véronique Régnier, qui est là, avait fait une étude qui a maintenant une dizaine d'années pratiquement, et qui montrait qu'en fait, ce qui allait générer les inégalités à l'âge de 40-50 ans, c'est-à-dire les comportements alimentaires, les comportements face à l'activité physique, etc., étaient en place très tôt dans la vie des enfants.
Et maintenant, on a un peu plus de données et il y a un facteur qui est apparu. Il y a eu un rapport, je vous invite à lire si ces choses-là vous intéressent, de l'OMS qui est sorti en novembre, je crois, sur la littératie en santé, qui fait le point de toutes les études, etc. Et on sait maintenant que ce point-là, c'est la littératie en santé qui va conditionner nos comportements en santé. Cette littératie, elle s'installe très tôt et c'est pour ça qu'on se bat à quelques-uns pour qu'on introduise ça très tôt dans les études, et notamment en classe primaire. Je crois qu'on a presque gagné la partie et qu'on devrait le mettre en place dans les programmes scolaires, j'espère, dans les années qui viennent. Donc ce point est essentiel. Et on sait, par exemple, que, si vous voulez, la survie après un infarctus du myocarde va dépendre du niveau de littératie en santé de la personne qui a eu cet infarctus du myocarde. Et au début, on ne comprenait pas, on se disait « comment c'est possible ?» Et en fait, on voit que la prévention de la récidive va dépendre de la culture en santé qu'ont ces individus, d'où l'éducation thérapeutique qui est absolument majeure pour éviter les récidives, etc. Donc voilà, on a quelques éléments qui nous permettent d'avoir un peu plus de visibilité là-dessus. Merci beaucoup, Lise et Franck, pour cette session. On peut vous applaudir. On va enchaîner avec 2 présentations jeunes chercheurs. Donc j'invite Marie-Ramel Delobel à venir sur scène, si je puis dire. Bonjour. Et donc, voilà, vous avez, je crois, 5 minutes de présentation, suivi de 5 minutes d'échange avec la salle. Merci. Merci. Je dois faire quelque chose ? Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je m'appelle Marie-Ramel Delobel et je suis doctorante en géomatique, donc géographie informatique et santé publique, au Centre Léon Bérard et aussi à l'École centrale de Lyon. Et donc, mon travail de thèse vise à développer une méthode pour estimer l'exposition à la pollution en vue d'intégrer les mobilités quotidiennes dans les études épidémiologiques sur le risque de cancer et donc plus précisément sur le risque de cancer du sein. Et donc, pour réaliser ce travail, je suis co-encadrée par Béatrice Fervers et Thomas Coudon du Centre Léon Bérard qui sont présents aujourd'hui, et par Pietro Salizzoni du laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique de l'École centrale de Lyon. Hop, voilà. Donc, la pollution de l'air a été classée comme cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer en 2012. Néanmoins, des incertitudes persistent quant à son lien spécifique avec le risque de cancer du sein, donc notamment car l'exposition est à la fois chronique mais également à de polluants multiples et qu'il existe aussi des interactions complexes avec le statut hormonal qui vont compliquer l'identification du lien qui est à l'origine du développement du cancer du sein. Et il est donc nécessaire de développer de nouvelles méthodes d'estimation de l'exposition aux polluants de l'air, donc à des échelles spatiales et temporelles qui sont à la fois fines, mais qui peuvent s'étendre sur des temps longs. Donc, le projet XENER, qui est un projet antérieur mené par le département Prévention Cancer Environnement du Centre Léon Bérard, a permis d'estimer l'exposition à la pollution d'une cohorte de 10 000 sujets sur une période de 22 ans, en tenant compte notamment de l'exposition à l'adresse au domicile des sujets. Et donc cela a notamment mis en évidence une association entre l'exposition chronique à 6 polluants de l'air et le risque de cancer du sein. C'est donc dans la continuité du projet XENER que s'inscrit le projet APOPCO ainsi que mon travail de thèse. Donc, comme pour XENER, le projet porte sur des données disponibles donc, sur 10 000 femmes pour une période de 22 ans à l'échelle de la France entière. Et donc, cette fois-ci, 3 polluants sont principalement pris en considération, donc, à savoir le dioxyde d'azote et les particules fines PM10 et PM2,5, car ils sont notamment suspectés d'avoir un lien avec le risque de cancer du sein.
Et donc, la particularité du projet Apopco est de tenir compte à la fois de l'exposition au domicile des sujets, qui est donc la méthode la plus généralement répandue dans les études épidémiologiques, mais qui peut conduire à des biais d'estimation de l'exposition. Et donc, dans le cadre du projet Apopco, il est également question de reconstruire les expositions professionnelles ainsi que pendant les déplacements domicile-travail. Et donc, la question est maintenant de savoir dans quelle mesure cette prise en compte des déplacements va influencer l'estimation de l'exposition à la pollution atmosphérique. Donc, l'objectif spécifique du travail présenté aujourd'hui s'intéresse donc plus particulièrement aux déplacements quotidiens. Donc, la méthode va être développée d'abord en la testant à l'échelle de la métropole de Lyon pour ensuite pouvoir l'étendre à l'échelle de la France entière. Elle doit être également applicable sur la période d'étude de 22 ans en tenant notamment compte de la variation des concentrations donc, tout au long de cette période. Et enfin, elle doit être facilement reproductible dans d'autres études et donc elle est semi-automatisée à travers un script de programmation. Donc la méthode se développe en 6 grandes étapes. Donc tout d'abord, il va être question d'estimer les concentrations de polluants qui vont être présents sur le réseau routier. Donc en gros, il va être question d'estimer une concentration moyenne pour chaque rue du réseau français. Ensuite, il va être question de recréer les itinéraires que les sujets sont susceptibles d'emprunter en tenant compte notamment du mode de déplacement. Et enfin, il va être nécessaire de tenir compte de l'exposition spécifique à chaque mode, car au sein d'une même rue, on ne va pas être exposé aux mêmes concentrations selon si on se trouve dans sa voiture, sur son vélo ou en train de marcher sur le trottoir. Donc pour tenir compte de cette exposition spécifique, on va notamment appliquer un ratio d'exposition qui va être défini à travers une revue de la littérature sur une 50aine d'études sur le sujet. Donc le dernier niveau de l'exposition à être calculé va être la dose inhalée. Donc le volume respiratoire va notamment être pris en compte en fonction du niveau d'activité physique qui est réalisé notamment à vélo et à pied. Et donc à partir des résultats obtenus, on va pouvoir évaluer comment varie l'exposition à la pollution par rapport à certains indicateurs de mobilité, donc notamment la différence d'itinéraire, le choix du mode de déplacement. Et donc, l'objectif final, je dirais, est de parvenir à quantifier une dose quotidienne totale, donc en tenant compte de la dose à la fois inhalée pendant les déplacements, mais également au domicile et au travail. Donc, les premiers résultats préliminaires sur la métropole de Lyon montrent que les déplacements contribuent jusqu'à 18% de la dose quotidienne inhalée, pour un tiers de la dose inhalée au travail et un peu plus de la moitié de la dose inhalée au domicile. Donc, il est cependant à noter que le temps consacré au déplacement est relativement faible en comparaison du temps passé au domicile et au travail. Et donc, on peut dire que l'exposition pendant les déplacements n'est donc pas négligeable, d'autant qu'elle va varier selon le mode de déplacement que l'on utilise. Hop. Oups, attention spoiler. Donc, on a pu observer que la voiture est le mode le moins exposé, a priori pour des concentrations plus faibles, mais également du fait d'un volume respiratoire plus réduit, car on a un faible niveau d'activité physique lorsqu'on conduit. Mais cela ne signifie pas pour autant, bien entendu, que l'utilisation de la voiture est à préconiser par rapport aux autres modes de déplacement. Donc, ça n'aurait pas un effet très positif sur les concentrations de manière globale. D'autant plus que des études ont montré que les cyclistes gagneraient en moyenne 1 an d'espérance de vie globale par rapport aux automobilistes, et également que la pratique de l'activité physique, y compris dans un environnement pollué, permettrait de réduire de 25% les risques de mortalité globale. Donc pour conclure, la prise en compte des mobilités quotidiennes dans les études épidémiologiques permet d'étudier à la fois l'impact négatif de l'exposition à la pollution, mais également d'étudier les bénéfices de l'activité physique induite notamment par l'utilisation des modes actifs. Et donc, je vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour la suite de ma thèse et pour la suite des résultats du projet Apopco sur les résultats d'exposition et les bénéfices de l'activité physique. Et donc, je termine donc sur des photos de nos participants d'une campagne de mesure par microcapteur que l'on a menée fin 2021 à l'échelle de la métropole de Lyon pour justement évaluer cette différence de concentration qui existe entre les modes de déplacement. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Marie. On peut prendre quelques questions. Oui, Lise. Merci pour votre présentation et bravo pour ce travail. J'imagine que l'intervention qui suit ça, c'est de réduire l'utilisation de... C'est soit de réduire l'utilisation du vélo ou de faire en sorte qu'on change l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là pour les présenter d'une façon qui mobilise le changement que l'on souhaite, c'est-à-dire d'avoir moins d'automobiles? On peut notamment utiliser ces résultats pour justement appuyer que finalement les personnes qui sont à l'origine des plus faibles émissions sont finalement celles qui sont le plus exposées. Donc justement renforcer ça par le fait que plus on a de vélos, moins on a d'émissions de pollution si on réduit les voitures. Et donc voilà, ce serait principalement ce message qu'on pourrait utiliser. Est-ce qu'il y a un moment que le risque devient plus faible? Est-ce que c'est une courbe linéaire ou est-ce qu'il y a un point de bascule qu'on dit un certain nombre d'automobiles, ça serait acceptable, mais plus que X, ça serait inacceptable? Alors, par rapport à cette question, je ne serais pas capable de répondre précisément sur le nombre de voitures qui serait utile d'enlever. Par contre, ce qu'on peut regarder, notamment par exemple dans notre campagne de mesure, c'est que l'important en fait est d'éloigner, je dirais, le trafic routier des utilisateurs des modes actifs plutôt que de diminuer le nombre. Enfin, bien entendu, diminuer le nombre aurait un effet, on va dire, positif pour diminuer les concentrations, mais ce serait surtout protéger les utilisateurs des modes actifs en les éloignant des sources d'émissions principales du trafic routier. Donc des réseaux de vélos. Comment? Des réseaux de vélos. Oui, exactement. Des autoroutes de vélos. Excellent, oui. Merci. C'est un projet qui va être réalisé à l'échelle de la métropole de Lyon dans les futures années, donc voilà. Belle expérience naturelle à réaliser. Oui. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Bon, Franck. Oui, comment vous prenez en compte le fait qu'en fait la pollution atmosphérique diminue et qu'elle est en train de se modifier? C'est-à-dire que la répartition en fait entre les polluants sur 10 ans s'est beaucoup modifiée et oui. Elle a diminué plutôt. Oui, tout à fait. Pour prendre cette variation des concentrations, en fait, on utilise des modèles, notamment l'Agnews Regression. On applique en fait un ratio en fonction des années qui justement tient compte des variations des concentrations. En fait, on a des modèles qui nous permettent d'avoir les données spécifiques à chaque année. Voilà. Merci. Dernière question. Merci. Est-ce que cette étude a été faite aussi avec les transports en commun? Je pense surtout au métro. Est-ce qu'il est pire de prendre le métro que la voiture ou je ne sais pas trop pour la qualité de l'air en sous-sol? Alors pour la première question, oui. Cette étude prend en compte les transports en commun, notamment dans la campagne de mesure qu'on a réalisée, mais également dans la revue de la littérature réalisée pour développer le modèle et dans les résultats finaux. Pour ce qui est, s'il y a un mode qui est pire qu'un autre, je pense qu'on ne peut pas le voir comme ça parce que, bien évidemment, en centre-ville, par exemple, prendre le métro est peut-être plus pratique que prendre la voiture, mais dans d'autres situations, je veux dire, il n'y a pas forcément d'offres de transport en commun reliées à ça. Mais par contre, pour ce qui est de la qualité de l'air, on va dire, en environnement fermé, souterrain, il y a des études qui sont faites. Donc, on a tendance à voir des concentrations de particules fines qui sont relativement fortes. C'est notamment ce qu'on a vu avec notre campagne de mesure. Donc, à l'intérieur d'une voiture, ces concentrations vont être plus faibles, comme on a pu le voir. Voilà. Mais en tout cas, il faut voir en fait l'exposition à la pollution dans son ensemble, parce qu'en général, quand on utilise les transports en commun, on va aussi pratiquer la marche pour se rendre à différents arrêts. Et donc, en fait, il y a moyen de on va dire, jouer sur cette exposition de plusieurs points de vue, on va dire, et pas seulement dans l'idée, à l'intérieur du métro, il y a plus de pollution qu'à l'extérieur, etc. Voilà. Merci beaucoup, Marine. On va passer à la présentation suivante, donc de Catherine, qui est sous forme de vidéo, mais effectivement, Catherine se prépare ensuite à répondre à vos questions.
Est-ce que quelqu'un pourrait nous résumer les 2 projets qu'on fait en parallèle? On aide des enfants à surmonter l'épreuve qu'ils vivent, c'est-à-dire leur maman ou leur papa qui ont un cancer. Puis, en même temps, parallèle à ça, on a réussi à trouver une question de recherche. Notre question, c'était est-ce que les enfants disent la même chose aux adultes qu'aux enfants par rapport à leurs besoins? Parfait. Puis, est-ce que vous avez une idée pourquoi c'est intéressant de répondre à cette question-là? Mettons, si c'est leur parent qui a un des parents qui a le cancer, ben ils veulent pas, tu sais, pour le parent, c'est déjà dur, fait qu'ils veulent pas leur mettre plus de choses, fait qu'ils vont juste s'abstenir de le dire, puis ça va passer sous silence, mais... Oui, puis vous avez raison, les enfants là, qui vivent des situations difficiles, souvent, ils ont tendance à vouloir protéger les adultes autour. Hein? Donc, fait que pour nous, c'était vraiment pertinent de vous avoir dans l'équipe de recherche pour nous aider à comprendre ça. C'est comme si tu jonglais avec 2 boules en même temps. Le projet, là, qui est de créer un groupe d'aidance, de paraidance, puis d'entraide, plus on va greffer à ça un projet de recherche. Donc, c'est vraiment ça qui est particulier par rapport à ce que vous allez faire dans les prochains mois, puis qui est vraiment excitant pour nous. Limon nous disait que c'est toi qui avais eu l'idée initiale là, de faire un groupe de paraidance. Ouais. Fait que pourquoi tu pensais que c'était important de faire ça? Ben, premièrement, parce que moi, quand ma mère elle a eu le cancer, c'était pas l'épreuve la plus facile dans ma vie. Fait que je me suis dit que si pour moi, c'est pas facile, pour les autres non plus, ça devait pas être facile. Puis en même temps, genre, juste aider les autres, c'est gentil, là. Puis c'est genre de l'empathie. C'est vraiment génial. C'est de dire qu'on vit quelque chose de difficile, puis qu'on va utiliser cette expérience-là pour aider d'autres personnes, là. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des chercheurs enfants? C'est vraiment très, très cool. On a vraiment beaucoup de plaisir. Puis en plus de ça, bien, vous êtes tellement motivés, puis vous amenez beaucoup de créativité. Puis on trouve que vous avez vraiment des bonnes idées, puis que souvent, là, quand vous avez une idée en tête, vous êtes vraiment bon pour nous dire exactement ce que vous voulez. Puis souvent, là, de rencontre en rencontre, on voit que vos idées évoluent, puis plus vous avancez, plus vos idées se concrétisent. Puis pour nous, c'est vraiment plus facile après ça, en tant que chercheur, de savoir exactement comment on peut vous aider pour réaliser votre projet de recherche, parce qu'au fond, on travaille vraiment en collaboration ensemble, puis on est là autant que vous êtes là pour nous. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous préciser de ce que tu veux dire? Oui, comme par exemple, il y a une des fois qu'on a parlé du consentement, de savoir est-ce que les enfants pourraient participer à la recherche. Puis là, on s'est dit, on pourrait demander aux parents qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis là, tout de suite, vous avez dit, non, on ne demandera pas aux parents, on va demander aux enfants parce que c'est eux qui participent. Puis vous avez mentionné à quel point c'est important pour vous, en tant qu'enfant, que d'être au courant dans quoi on s'embarquait puis dans quoi on signait. Oui. Est-ce que vous apprenez des choses? Oui, beaucoup. Comme? Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas juste les adultes qui pourraient faire de la recherche. Mais moi, je pense qu'une des choses que vous avez appris, là, c'est comment bien vous exprimer. Puis comment bien comprendre un projet de recherche. Là. Moi, ça me fascine, là, comment vous comprenez les étapes, comment... vous connaissez comment c'est difficile aussi, hein? C'est pas... C'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de travail, puis c'est du sérieux. Ça marche pas toujours comme on voudrait. Ça marche pas toujours comme on voudrait. Il y a des embûches. Oui, donc je pense que ça, c'est des belles leçons pour nous aussi. C'est fini? On peut passer au temps des questions. Moi, j'en ai une, du coup, je vais retourner la question qui a été posée à l'enfant et savoir ce que toi, tu as appris dans le fait de travailler avec des enfants. M'excuse, Qu'est-ce que toi, tu as appris dans le fait de travailler avec des enfants?
Ça a été, au départ, quand on m'a demandé de partir un groupe d'enfants partenaires en recherche, j'avais aucune idée ce que ça allait donner. Il n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait pas d'expérience ailleurs de ça. Puis je me disais, ben coudonc, au pire, je serai gardienne d'enfants pendant 1 heure par mois, puis on verra où ça mène. Et au fur et à mesure, chaque rencontre qu'on avait, puis les idées qu'ils avaient, puis ils ont aidé, il y a des chercheurs qui les ont consultés sur autre chose que juste le projet, que le projet de recherche qu'ils ont initié puis qu'ils mènent. Et par exemple, je pense à un chercheur qui était à concevoir un casque theranostique pour éliminer des cancers du cerveau chez les enfants. Puis, ils ont été consultés pour comment concevoir le casque pour pas qu'il fasse peur aux enfants, quoi dire aux enfants, tout ça. Fait que ils ont une implication qui est très variée, puis qui est tangible. Puis, à travers ça, je m'excuse pour répondre à ta question, Julien, ce que j'ai appris, c'est que si des enfants entre 9 et 11 ans peuvent apprendre à être patients partenaires et à l'être de façon efficace et être vraiment pas des plantes vertes dans un projet, c'est à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Catherine, peut-être qu'il y a une autre question? Non. Ben, merci encore, Catherine.